Bonjour. Donc nous entamons la troisième partie de ce cours de virologie que nous allons consacrer à l'infection virale. L'infection virale qui est en fait l'entrée du virus dans la cellule et l'entraînement d'une maladie. Dans certains cas, ces maladies sont sans gravité, et dans d'autres cas, elles sont vraiment dangereuses. Une infection virale, c'est en fait l'activité du virus d'un côté et la résistance du corps parasité de l'autre. Quand on dit infection, on sous-entend par là les deux actions, ou bien l'action et la réaction. En deux mots, il y a un dysfonctionnement cellulaire. L'infection virale, elle peut être divisée en trois phases. On passe tout d'abord par une période de latence, puis une période de stimulation, et enfin une période de l'apparition de l'effet cytopathogène. La période de latence, ça correspond à l'introduction du matériel génétique de l'acide nucléique viral dans la cellule. Pendant la période de stimulation, il y a une augmentation du métabolisme cellulaire qui va de pair et en parallèle avec la propagation virale et éventuellement, des fois, développement de tumeurs. Lorsque vous avez l'apparition de l'effet cytopathogène, eh bien vous avez les lésions caractéristiques de la maladie, caractéristiques de l'infection. Nous avons des types d'infections. Nous avons tout d'abord le premier type d'infection qu'on appelle lytique. On parle de cycle lytique, lorsque tous les gènes viraux sont exprimés. On parle aussi de type d'infection abortive. Dans ce cas, le virus ne peut pas se répliquer car il est défectueux ou la cellule est non permissive. Elle n'autorise pas la réplication. Et nous avons l'infection dite persistante. Et dans ce cas, nous avons le génome viral qui réussit à s'intégrer et qui entraîne la production de virus, avec quand même la cellule qui persiste et qui résiste et qui se maintient en vie. Trois exemples de ce type d'infection: l'herpès, le sida et l'hépatite virale, le virus de l'hépatite virale. Le cycle lytique, je le retrouve aussi chez les bactériophages. Et ça constitue un bon exemple pour l'étude et pour la compréhension de cette infection. Les phages, ou bien bactériophages, lorsqu'ils sont virulents, ils se fixent à la surface de la cellule, puis injectent leur acide nucléique à travers la queue rétractile dont la symétrie est hélicoïdale. Cela constitue une phase précoce. Puis l'acide nucléique se trouvant à l'intérieur de la cellule bactérienne va se multiplier. Et puis bon, il y aura synthèse de protéines. Et tout cela n'est pas visible. Tout cela, la cellule bactérienne est toujours en vie. Tout cela est considéré comme éclipsé, caché. C'est des événements cachés. C'est une phase
éclipse. La phase finale correspond à l'assemblage des capsomères plus l'insertion de l'acide nucléique à l'intérieur de la capsule. Voici un cycle lytique du bactériophage T4. Voici les étapes de ce cycle lytique. Ça commence par l'arrivée, l'absorption, la fixation de cette particule virale à la surface de la bactérie. Regardez le matériel génétique, le génome viral en rouge. Il va se retrouver dans le cytoplasme bactérien. Il a été injecté par la queue du phage. Libération du génome, biosynthèse. Et dans la biosynthèse, je retrouve la réplication de la molécule d'ADN, mais aussi biosynthèse protéique, formation des différents composants de la capsule. La biosynthèse se manifeste encore mieux lorsque chaque élément retrouve sa place, lorsqu'on a des parties bien visibles, tête, queue, spicule, etc. La biosynthèse, elle se termine pour que l'assemblage commence. Vous voyez bien ici plusieurs particules virales occupant toute la cellule. Vous imaginez un peu comment est l'état de cette cellule, comment il sera l'état de cette cellule, et qui va finir par céder, qui va finir par éclater, qui va finir par libérer toute une population virale, tout un ensemble de virions, tout un ensemble de phages. Cyclitique, la lyse, la destruction. On détruit la cellule hôte et on produit plusieurs copies de ces particules virales. Les phages tempérés ont un cycle différent. Parce que vous avez les phages virulents et les phages tempérés. Dans le cas des phages tempérés, le génome viral s'intègre dans le chromosome bactérien. Il prend place entre les gènes situés sur l'ADN bactérien. Et la bactérie continue à vivre, elle continue à se diviser normalement, et à chaque fois elle se divise, eh bien, il y a le gène, ou bien les gènes viraux qui se répliquent aussi. On parle d'une lysogénie. Lysogénie. Voici pour une bactérie. Si je prends la bactérie du départ, celle du centre, eh bien celle-là, elle va intégrer le matériel génétique viral, il devient une partie intégrante de l'ADN bactérien. La bactérie, lorsqu'elle se divise, même le prophage se divise aussi. Et il y a possibilité de l'excision, il y a possibilité de la libération de ce prophage, et le cycle reprend. Et la cellule continue à vivre. Et on dit que c'est un cycle lysogénique. À un certain moment, le cycle lysogénique peut basculer vers le cycle lytique. Sans le savoir, sans prévenir, l'ADN phagique circulaire entre dans le cycle lytique au lieu d'aller dans le cycle lysogénique. Ça tourne et ça tourne et ça tourne, et à un certain moment, hop, ça passe de l'autre côté, ça produit des virions, contrairement à ce qui a été ici, et ça fait éclater la cellule.
D'un côté, il y a possibilité du cycle lytique, de l'autre côté, il y a possibilité de cycle lysogénique. Pour le cas de l'infection virale persistante, on distingue deux formes. La forme latente, ce qui veut dire que le virus, il est présent, il est dans le corps, il est dormant, dans la cellule. Et il y a à tout moment possibilité par un facteur déterminé ou non déterminé, il y a possibilité de réactivation. C'est comme le cas de l'herpès virus. Il y a aussi l'autre forme, l'infection chronique. Et dans ce cas, une faible multiplication virale et une grande contagiosité constante. Chronique, ça veut dire qu'il y a multiplication virale. Mais ce n'est pas quelque chose de très flagrant, très important. Seulement la contagiosité est importante. C'est le cas du virus de l'hépatite B. C'est le cas du virus du sida. Voyons ensemble l'infection persistante. C'est un autre cycle, si vous voulez. C'est un cycle viral. Nous avons déjà vu le cycle du coronavirus. Nous avons vu le cycle bactérien. Ici, c'est le cycle du VIH et qui correspond à une infection persistante. Voici l'entrée du virus avec reconnaissance, récepteur, les CD4, etc. Pénétration, décapsidation, la transcriptase inverse. Vous avez l'ADN qui pénètre, qui prend place dans le génome cellulaire, production d'ARN, traduction, etc. Production de nouveaux virions pour attaquer d'autres cellules. Cela se fait à un rythme ralenti. Depuis l'entrée jusqu'à la sortie, et bien entendu, ça se répète d'une cellule à l'autre, seulement ça prend beaucoup de temps. C'est une infection qui persiste avec la vie. L'homme est porteur du virus. Le virus, il se manifeste à l'intérieur de ces cellules d'une manière en ralenti jusqu'à un certain moment, un jour, où ça va s'activer et ça va entraîner peut-être vraiment des conséquences néfastes. Alors, les infections chez l'homme, nous les définissons en fonction du tropisme, en fonction de la préférence des virus. C'est-à-dire que les virus n'auront pas de récepteurs sur toutes les cellules de notre corps. Nous avons ce qu'on appelle les virus pneumotropes, qui préfèrent et qui trouvent leur récepteur au niveau du système respiratoire, de l'appareil respiratoire, pneumo. C'est l'exemple de l'influenza, du coronavirus, de l'adénovirus, du rhinovirus, etc. Puis ensuite, vous avez les dermotropes, les virus qui vont se développer au niveau de la peau, entraînant ainsi la variole, la rougeole, la varicelle, et j'en passe. Et vous avez les viscérotropes, les viscères, le ventre. Comme exemple, des maladies, bien sûr, entraînées par ces virus, l'hépatite, la gastro-entérite, le sida, ainsi de suite. Les neurotropes,
exemple de maladies, la rage, l'encéphalite, la poliomyélite, et ainsi de suite. Je me limite à ces 4 formes d'infection en fonction du tropisme. Maintenant, il y a la possibilité de transformer les cellules, ce qu'on appelle la transformation cellulaire maligne par des virus. Lorsque vous avez une multiplication cellulaire non contrôlée à cause de la présence d'un virus, on obtient un cas de cancer. Et on dit que le virus est oncogène. Le cancer, il peut provenir de plusieurs sources, dont, par exemple, les virus. Parmi les virus humains oncogènes, vous avez le HPLV1, le HBV, le HCV, le HPV, le EBV et le HHV8. Bien sûr, bon, ce sont des virus qui sont reconnus par leur nomenclature. Bon, ce n'est pas la peine de détailler chaque cas à part. Bon, nous avons déjà l'occasion de voir le HPV, nous avons dit que c'était le virus de l'hépatite B. HCV, c'est l'hépatite C. HPV, bon, c'est le papillomavirus qui cause le cancer de l'utérus. D'accord? Le EBV, Epstein-Barr, le HHV8, ainsi de suite. Donc, à titre d'indication, vous pouvez les avoir sous les yeux comme ça. Un jour, si vous tombez dessus sur un article ou quelque chose comme ça, eh bien, vous saurez ce que c'est. D'accord, maintenant pour le volet technique dans l'étude virale, lorsque vous avez une infection, ou alors lorsque vous avez un sujet de recherche sur les virus, vous devez faire un travail précis. Vous devez avoir une quantité suffisante de virus. Vous devez faire une culture des virus. Et comme les virus ne sont pas des cellules, on ne peut pas les cultiver directement dans un milieu. Il faut qu'on les cultive à l'intérieur des cellules. On les cultive sur des œufs embryonnés, des œufs fécondés, au niveau de la membrane chorioallantoïdienne, ou bien au niveau des cavités amniotiques ou allantoïdiennes, ou même au niveau du vitellus. C'est des notions de la biologie du développement du semestre 1. On peut faire aussi, et ça se fait, je dirais plus fréquemment, des cultures sur des cellules animales. Des cultures sur des cellules animales. On prépare les cultures des cellules qu'on infecte par le virus que l'on veut pour obtenir une population virale, pour obtenir une suspension virale. Et là, les cellules qu'on utilise, on va les énumérer. Alors, regardez, dans le cas de la culture de virus sur œuf embryonnaire, on prend un œuf que l'on va ouvrir délicatement, on va le casser délicatement, puis on va injecter une micro-suspension de notre virus, c'est-à-dire quelques particules virales au niveau de l'embryon. Nous avons donné les endroits où la culture se fait en bonne condition. On referme l'œuf et on laisse réagir.
pour le réouvrir de nouveau un peu plus tard et aspirer et prélever de ce milieu, puis ensuite passer à la purification. Lorsqu'on prélève à partir de ce tissu ou de celui-là, on prélève des cellules qui ont été infectées, parasitées, peut-être qui ont éclaté en libérant le virus. On va le purifier et on va obtenir une suspension bonne à utiliser. Voici l'œuf, et voici les différents endroits où on peut faire la culture. Au niveau de la membrane chorioallantoïdienne, ici. Au niveau de la cavité amniotique, là. Au niveau du vitellus, ici, ou au niveau de la cavité allantoïdienne, là. Bien entendu, donc quand on va faire le travail, on se réfère aux travaux antécédents, aux recommandations et aux conseils. Je vois ici quelques virus qui poussent mieux à ce niveau, d'autres qui poussent mieux à ce niveau, et ainsi de suite. Les cultures cellulaires maintenant, si je préfère travailler sur des cultures cellulaires, il me faut du matériel, il me faut des dispositifs adaptés, il me faut des produits, il me faut un laboratoire bien équipé pour cela. Je travaille sur des cultures de cellules dites primaires. Ce sont les cellules récemment isolées de l'organe. Je sacrifie un animal, par exemple le singe, je prends un rein et à partir du rein, je prends quelques cellules que je mets dans des boîtes avec un milieu de culture, ça pousse bien comme il faut et lorsque j'ai tout un tapis cellulaire, je peux l'infecter. Et cette infection se fait avec une micro-suspension pour que plus tard, quelques jours après, j'obtienne une grande suspension. Je travaille aussi avec des cultures cellulaires diploïdes. Ce sont des cellules qui maintiennent assez longtemps leurs caractéristiques. Exemple, à partir du poumon humain. Dans les deux cas, j'ai des cellules diploïdes. C'est moi ici, je les prélève toutes fraîches, récemment isolées. Là, je peux faire plusieurs générations, c'est-à-dire travailler avec une génération, reconduire la culture avec quelques cellules de du même prélèvement, une troisième génération, une quatrième, peut-être une cinquième. Mais il y a une possibilité, la troisième et la dernière, c'est celle de la lignée continue, qu'on appelle les lignées continues. Ce sont les cellules transformées, immortelles, qui ne meurent pas. Ce sont des cellules d'une tumeur d'une patiente malade, une malade, qui s'appelait Hélène quelque chose, bon, peu importe le nom, et on a prélevé à partir de son organe malade, à partir de son organe atteint d'un cancer, on a prélevé quelques cellules. Et ces cellules se reproduisent continuellement. Je fais une génération, j'obtiens des millions de cellules, je reprends quelques dizaines de cellules, je relance la culture, j'obtiens la même chose, une grande population à partir de laquelle je prélève quelques cellules. Ça, je peux le faire une centaine de fois, 150 fois, 200 fois, et ça marche toujours. Je dis qu'il s'agit d'une lignée continue. Ce sont des cellules transformées.
l'infection, elle est obtenue par le contact virus avec la couche de cellules cultivées. Ça, je peux le faire et je peux le suivre et je peux l'observer en microscope optique. Et je vois quoi? Je vois qu'à la suite de l'infection, il y a une souffrance de la cellule. Il y a des anomalies qui commencent à apparaître. Il y a des aspects qui apparaissent, des aspects nouveaux au niveau de la cellule. Ils sont visibles en microscope. La cellule, elle devient plus ou moins ronde, par exemple. Elle devient réfringente. Elle produit des excroissances. Ce sont les effets cytopathiques. Les effets de la pathologie, de la maladie, qui sont observables au niveau de la cellule. On les appelle des effets cytopathiques. Ou alors des fois on peut voir l'endroit où il y avait les cellules qui ont disparu, qui ont éclaté. On a ce qu'on appelle la lyse des cellules. On a des plages, des endroits où il n'y a plus de cellules. Il y en avait, mais elles ont éclaté. Je dis qu'il y a une lyse de cellules. Les effets cytopathiques sont des altérations cellulaires, sont une réaction de la cellule, sont une expression de la souffrance de la cellule. Ça peut être des inclusions nucléaires, ça peut être des inclusions cytoplasmiques, ça peut être des inclusions cytoplasmiques et nucléaires à la fois. Ça peut être des inclusions nucléaires et protéiques. Ça peut être une formation de syncytia. Regardez, vous avez ici une cellule normale et qu'on a infectée par des virus. Les virus, une fois là-dedans, la cellule commence à montrer des aspects bizarres. La multiplication de virus est accompagnée par ces changements, par l'apparition de ces ECP, de ces effets cytopathiques. Vous voyez bien les inclusions, des fragments, des excroissances. La cellule devient complètement ronde, alors qu'elle était plus ou moins hexagonale. Ce sont des changements morphologiques. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, on prend cette production virale et on procède à la purification du virus. Parce que si on veut l'analyser, si on veut travailler dessus, il faut qu'il soit propre. Il faut qu'on élimine les artefacts, les fragments cellulaires. On va procéder par centrifugation, puis par précipitation du virus, peut-être une dénaturation des contaminants, ou peut-être une digestion enzymatique des constituants cellulaires. Et surtout, on commence par la centrifugation. Voilà, vous avez ici des fragments cellulaires, des organites et des virus qui ont été produits. On fait tourner pendant quelques heures à une vitesse de 100 000 G. G, c'est la gravité. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose un culot, on dépose, l'ensemble des fragments lourds et des organites se déposent au fond du tube. Et ce qui est léger, il reste dans le surnageant. Cette décantation est suivie par quoi? Eh bien, par resuspension de ces éléments. On a éliminé le surnageant, on a repris le culot qui contient les virus de couleur verte. On recentrifuge, cette fois-ci pendant quelques minutes, 20 minutes par exemple, à une vitesse de 8000 à 10 000 G, pour faire séparer les particules virales des autres organites et fragments cellulaires.
Tout à l'heure, on a éliminé un suragent avec plein de composants. Ici, on va éliminer encore une fois le culot pour garder le surnageant. Parce que c'est dans le surnageant maintenant que j'ai le virus. Une décantation suivie d'une centrifugation. 100 000 G, encore une fois, pendant 3 heures. Je vais éliminer le surnageant qui comprend les molécules toutes petites qui sont dissoutes et je ne garde que ce qui est au fond, ce qui est au niveau du culot, c'est ma production virale. Et je veux savoir quelle est la concentration des virus. J'ai dans un tube ce que j'ai obtenu, mais je ne sais pas j'ai combien de particules par millilitre. Je vais procéder à ce qu'on appelle un titrage. Titrage des virus. Il y a plusieurs méthodes. Je ne vous donnerai qu'un exemple. C'est la méthode qu'on appelle des plages. C'est une méthode indirecte. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des dilutions virales étalées sur des cellules hôtes. Je fais des dilutions. Je reprends de la suspension mère que je viens de centrifuger, de purifier. J'ai les particules virales. Et je vais faire des dilutions au dixième, au centième, au millième, etc. Et je vais infecter mes cellules avec les différentes dilutions. Dilution virale étalée sur cellules hôtes, ce qui va permettre l'expression des particules infectieuses. Si j'ai 100 particules, eh bien, il va y avoir une grande infection. Si j'ai 10, un peu moins, ainsi de suite. Et plus le nombre est bas, plus je peux les compter, plus j'estime mieux la concentration de ma suspension. Alors, je mets une dilution sur une culture cellulaire et je vais faire un suivi. Je vais observer continuellement. Je vais constater qu'il y a apparition d'éclatement cellulaire, de plage. Là où vous avez une plage, ça veut dire qu'il y avait une cellule qui a été infectée et puis qui a éclaté. Une cellule infectée par une particule. 10 plages, ça veut dire 10 particules dans tout le volume. 100 plages, ça veut dire 100 particules. Et je ramène ça au volume initial. Je vais faire un comptage des plages et en tenant compte du coefficient de dilution, je peux déduire le nombre exact ou tout au moins approximatif du nombre de particules dans un volume donné. Vous voyez là un travail personnel. Vous voyez une boîte de pétri qui contient un tapis bactérien. Ce qui est en blanc, c'est un tapis bactérien. Et là, vous avez des taches sombres, des plages. Là où vous avez une plage, ça veut dire que vous avez eu une infection par une seule particule virale. Et vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nombre que vous avez là, le nombre de particules virales, était dans un volume, je ne sais pas, de 10 microlitres ou de 50 microlitres. Vous multipliez par le coefficient pour obtenir le nombre de particules par millilitre. Et vous faites comme ça un comptage ou bien un titrage. Vous pouvez faire autre chose. Rechercher le virus, mais sans qu'il y ait une estimation numérique, sans avoir un chiffre. Vous faites une détection pour un diagnostic, par exemple. Quand on va faire, je ne sais pas, des analyses médicales, quand on fait une recherche d'un virus responsable d'une maladie,
On ne cherche pas à savoir il y a combien de particules. On cherche à savoir est-ce qu'il y a ou pas de virus. Est-ce qu'il s'est manifesté ou non dans mon corps. La détection se fait dans les produits biologiques. Je prélève le sang. Je peux prendre un prélèvement urinaire. D'accord, donc dans les produits biologiques, souvent c'est des liquides, je cherche à savoir s'il y a présence de virus ou non. Virus ou composant, c'est-à-dire antigène ou bien génome viral. Cela se fait par exemple par la technique que vous connaissez maintenant au moins par son nom, la PCR. La PCR qui permet d'amplifier le composant viral et permettre sa détection par un appareil. Il y a aussi la possibilité de l'apparition dans le sang d'une réponse immunitaire. Soit que vous cherchez le virus ou alors un de ses composants, soit que vous cherchez la réponse du corps à ce virus. Vous cherchez à ce moment-là les anticorps spécifiques qui ont été produits à la suite de l'infection par ce virus. Ceci se fait par des techniques comme celle qu'on appelle ELISA. La transmission d'un virus, la transmission, elle peut être directe. La transmission d'une personne à une autre peut être directe, soit dans le sens vertical, ça veut dire de la mère à l'enfant, à travers le placenta par exemple, c'est l'exemple du cytomégalovirus, soit au moment de l'accouchement, c'est l'exemple de l'herpès, du sida et de l'hépatite qui peut passer de la mère au nouveau-né, ou encore par allaitement. Encore une fois, l'exemple du sida. Par le lait maternel, on peut offrir un cadeau empoisonné à ce nourrisson. Il y a la transmission dite horizontale, d'un sujet infecté à un autre sujet cible. Ça ne se passe pas entre générations, entre mère et enfant, mais entre personne et personne présente dans son environnement. Soit par voie aérienne, soit par voie salivaire. C'est le cas de l'influenza. Quand on est enrhumé, par exemple, quand on est enrhumé, eh bien la personne qui est à côté risque de choper aussi le virus, par voie aérienne ou par voie salivaire. Le passage peut se faire aussi par voie féco-orale. Féco-orale, la matière fécale, les selles, qui contiennent énormément de microbes et de virus notamment, peut infecter une autre personne si on ne se lave pas les mains, si on touche à quelque chose de contaminé, on peut le transmettre par la voie orale, par la bouche. Enfin, la voie sexuelle, le contact entre les sexes peut être accompagné d'une transmission de virus, c'est le cas du sida. La transmission peut être des fois non pas directe, comme on vient de le dire, mais indirecte, soit par les aliments ou les os souillés, et ça entraîne des fois des gastro-entérites, soit par des supports inertes, lorsqu'on utilise des seringues, par exemple, contaminées, ou tout autre matériel biomédical non stérile, soit par biologique, enfin bon, biologique, par voie biologique, quand on utilise des produits sanguins contaminés,
ou alors lorsqu'il y a une greffe d'un organe, il se peut qu'il y ait une contamination, soit enfin par l'intermédiaire d'un animal, un arthropode, un insecte, ou par mammifère, un rat, etc. Maintenant, comment notre corps se défend? La défense contre l'infection virale, elle se fait par 3 moyens. Par la peau, d'abord, et les muqueuses. Nous avons bien des cellules qui sont spécialisées dans notre peau. Nous avons bien des sécrétions qui sont spécialisées et par leur pH et leurs enzymes, ils arrivent quand même à éliminer, à réduire l'infection et à la freiner. Ça, c'est la première ligne de défense. Vous avez aussi l'immunité innée. L'immunité innée, ça veut dire quelque chose qui est né avec nous. Elle n'est pas spécifique. Elle s'attaque à tous les corps étrangers. Tous les constituants viraux sont considérés comme des étrangers. Et donc la cellule, elle va s'attaquer avec une action antivirale. On produit ce qu'on appelle des cytokines par des cellules appelées NK qui vont détruire les cellules qui ont chopé le virus, les cellules qui ont été parasitées. Donc des cellules qui tuent d'autres cellules. Des cellules de défense qui sacrifient des cellules parasitées. La fièvre est aussi un moyen naturel de défense. Lorsque la température du corps est élevée, on défavorise la multiplication virale. On diminue les chances de réplication virale. Troisièmement, troisième possibilité, troisième ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité acquise. Elle n'est pas née avec nous, mais on l'acquiert après. Elle est spécifique. À chaque fois nous avons un agent infectieux qui nous attaque, on lui produit un anticorps spécifique à lui. Nous avons les lymphocytes B et les lymphocytes T qui sont dans notre circulation sanguine et qui ne font que ça, qui veillent sur l'élimination et le nettoyage de notre corps des différents agents infectieux. Chaque lymphocyte cible un antigène particulier grâce à un récepteur situé à sa surface. C'est ce qui nous donne ce qu'on appelle une réaction antigène-anticorps. Antigène, c'est ce qui nous envahit. Anticorps, c'est ce qui va s'attaquer à l'envahisseur. Voilà un schéma. Voilà, vous avez un antigène quelconque, un antigène situé sur une cellule ou un virus. On lui produit un anticorps qui se met à la surface des lymphocytes et qui va finir par le détruire. C'est une reconnaissance antigène-anticorps. L'anticorps n'est rien qu'un immunoglobuline, c'est-à-dire une glycoprotéine produite par les lymphocytes B. Certains sont des récepteurs d'antigènes sur la surface cellulaire, mais d'autres, ils sont dits des anticorps circulants, parce qu'ils circulent dans notre sang, dans notre corps, parce qu'ils reconnaissent et fixent l'antigène responsable de leur sécrétion. Quand on se fait vacciner par un vaccin contre une maladie, contre un virus ou une bactérie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un antigène qu'on introduit dans notre corps et notre corps produit l'anticorps qui va rester pendant quelques mois ou quelques années ou même plusieurs années dans notre circulation. Et si jamais il y a une attaque par cet agent contre lequel on s'est vacciné,
notre corps, il se trouve préparé, il reconnaît facilement le parasite et il le détruit. Voici donc une dernière image par laquelle on va clore cette séance et en fait cette partie de la microbiologie, c'est celle-là. Alors là, c'est une souche lymphocytaire qui évolue au niveau de la moelle osseuse pour donner les lymphocytes B, ou bien dans le thymus au niveau du cou pour donner des cellules T, les cellules B et les cellules T. Les cellules B peuvent nous donner deux formes, les plasmocytes et les cellules B à mémoire. Les plasmocytes donnent des anticorps qui vont neutraliser les toxines, les virus et s'opposent aux bactéries. Les cellules mémoire, ils vont garder en souvenir l'attaquant, l'envahisseur, l'agent infectieux. Initie une réponse rapide à une réinfection par le même agent. D'accord? Donc, ils vont se souvenir si jamais une nouvelle infection arrive. Les cellules T, eh bien, nous aurons les T, les CTL et les T à mémoire. Bon, les T à mémoire, ils vont encore donner une réponse rapide après une réinfection par le même agent. Donc c'est un peu comme les P. Les CTL vont produire des enzymes lytiques et des protéines pour tuer les cellules endommagées ou infectées. C'est pour nettoyer notre corps, éliminer les cellules parasitées. Et les cellules T, par des facteurs de croissance et de différenciation, ils vont amplifier ou bien supprimer les actions des cellules immunitaires. Voilà, ça sera donc tout pour la partie biologique.